Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. Aujourd'hui, il y aura comme toujours des analyses, des débats et des duels endiablés. 4 chroniqueurs sont autour de cette table pour m'accompagner. Présentation de la Dream Team. On commence à ma droite, elle nous vient tout droit de Versailles. Elle associe à la fois la volupté de l'esprit à l'énergie sportive. Elle est spécialiste de pole dance. On est toujours heureux de la voir sur ce plateau. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, est avec nous. Bonjour spécialiste Mickaël. du pole dance. Mais oui, voilà. Comment allez-vous ? La petite touche féminine, eh bien, très bien, très bien. Je reviens d'une petite semaine de vacances, je suis au taquet, c'est parfait. En pleine forme. J'ai hâte, très bien, en pleine forme. On passe de l'autre côté, musique. Il fête aujourd'hui son 5e passage dans cette émission. Une Manita qu'il espère fêter dignement. C'est un expert handball, basket et football. Stéphane Debizet sera avec nous pendant 1 heure sur ce talk. Parfait. Comment allez-vous, Stéphane ? Très bien, on s'est qualifié pour la finale de rugby fauteuil. Parce que vous faites également du rugby fauteuil. Je À le Nuit précise. Saint-Georges. Ce fut dur, fatigant, beaucoup de bobos et au final une qualif. Alors, c'était pas forcément plus reposant que les vacances de Hélène, si je comprends bien. Non. C'était un autre style de vacances. Oui, pas vraiment des vacances. Ouais. L'hôpital s'en rappelle encore. On passe de l'autre côté à musique, qui nous vient lui aussi de Versailles, sa spécialité, le rugby. Il aime batailler dans la mêlée, il n'hésite pas à mettre quelques petits taquets quand il le faut. On le surnomme le gladiateur dans cette émission. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous également. Forme et bonheur à tous, salut les copains. Des petits taquets dans la mêlée, Des grosses poires même. des grosses poires, Des grosses poirasses, ouais. Et pas de quand demi-mesure. Quand il faut relever le débat, on peut aussi relever une mêlée, tranquille. Bon, généralement, j'ai pas trop les bras pour le faire, mais je compte sur mes copains pour se charger. On termine de l'autre côté. Mesdames et messieurs, je demande le silence. Une légende de cette émission est avec nous aujourd'hui. Il est là depuis plusieurs années. C'est un pilier, un rock indéboulonnable. Vous allez passer un bon moment avec lui, j'en suis sûr. Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Bonjour à tous, bonjour Mickaël. Vous êtes un rock ? Oui, le péninsule. Mais bon, attention, la violence est une faiblesse de l'esprit. Je le noterai pour le best-of de fin de Là, saison. quand même, Je vous laisse avec ça. Voilà. Alors avant de passer au programme de l'émission, on commence par un mot de golf. Ils avaient illuminé la Ryder Cup 2018 au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. L'Anglais Tommy Fleetwood et l'Italien Francesco Molinari avaient remporté tous leurs matchs en duo. Un 4/4 légendaire, une véritable histoire d'amour sportive est alors née pendant cette compétition. Les équipes de la Ryder Cup Europe ont profité de la Saint-Valentin pour ressortir une ancienne vidéo humoristique du duo baptisé Mollywood. Regardez. How good was that for you? 4 out of 4. Yeah. I'd give you 5 out of 5, Frankie. Un 5/5 car Francesco Molinari a gagné tous ses matchs, dont son duel avec Phil Mickelson. Fleetwood avait lui perdu contre Tony Finau. Voilà pour la petite précision. Qu'en pensez-vous autour de cette table ? Stéphane ? C'est sympathique. C'est sympathique, C'est vous aimez bien. sympathique, en plus de faire des petites vidéos comme ça, c'est à la mode. Ils réussissent tout ce qu'ils touchent, donc ouais, c'est bien. Ça casse un petit peu peut-être l'image Oui, du golf ? Du golf, oui, pourquoi pas. C'est une autre façon de faire parler d'eux. Ils élargissent un peu leur talent. Jean ? Ça, ils élargissent, non. Mais non, c'est super, moi j'adore ça. Voilà, surtout dans le milieu, vous l'avez dit, milieu du golf qui est un petit peu... Sérieux. Pas sérieux, mais qui reste un petit peu à la vue des spectateurs et des téléspectateurs très snobinards. Ben là, ça met un coup de pelle. C'est super, moi j'adore ça. J'adore cet humour. Hélène ? Vous êtes fan, vous aussi ? Oui, moi j'aime bien. Justement, oui, ça casse un petit peu ces codes-là, et puis c'est drôle, On n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup d'humour, c'est très suivi d'une façon assez sérieuse, et là, bah, ça casse un peu ça, moi j'aime bien. Un grand verre également aussi pour vous. Ah oui, Vous avez vu avec votre petite raquette. Voilà. Grand verre, c'est tout ce dont le golf international et français, puisque c'était au national, en 2018, a besoin. C'est
exactement dans l'esprit. Déjà, c'est dans un esprit de performance, parce que c'est une des paires les plus performantes que la Team Europe de Ryder Cup ait connue, avec 4 sur 4 à 2 et De toute comme son vous histoire, je le rappelle. Comme vous le précisiez, le 5 sur 5 de Molinari. Et ça, effectivement, ça casse un petit peu le mythe. Bien le mythe, et ça positionne le golf sur un côté un petit peu plus fun, un petit peu plus ouvert, qui se prend pas au sérieux. C'est une vidéo qui a été tournée une petite semaine après la Ryder Cup de septembre 2018 au Golf National, qu'il reclasse là aussi, qu'il ressorte un petit peu des cartons. Ça fait parler du golf, ça le positionne vraiment sur un terrain où on ne l'attendait pas du tout. Ces deux champions-là sont absolument remarquables humainement et golfiquement, c'est-à-dire en termes de performance sportive. Donc c'est vraiment tout ce dont on a besoin pour promouvoir le golf comme un sport fun et pas que pantalon à carreaux et naphtaline. Et ça marche bien également sur les réseaux sociaux. Complet. Ils ont énormément de fans l'un et l'autre. Tommy Fleetwood est un joueur, en plus d'être un joueur enthousiasmant, est un joueur fantasque qui a aussi beaucoup de followers. Encore une fois, qui se prend pas au sérieux. Francesco Molinari, lui, se prend pas au sérieux. Il est plus timide, plus réservé. Donc il a moins, c'est un bon coup. Hein. Il a moins la possibilité de se lâcher. Et là, juste ensemble, à deux, ils ont réussi à lâcher les chevaux et à rendre le golf un petit peu sexy, ouais. Les deux sont trouvés, quoi. Les deux Ils se sont bien trouvés. Ils sont bien emboîtés. Pour une première participation. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de football américain et des Templiers d'Elancourt. Nous ferons également un coup de projecteur sur Evan Spenley, la future pépite des circuits automobiles. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler football. On commence donc par du football. Montigny, le bretonneux Maurepas, c'était l'une des affiches de ces quarts de finale de Coupe des Yvelines. Dès l'entame du match, Maurepas, qui évolue en D1 de district, assume son statut de favori et sa division d'écart. Les Maurepasiens se procurent les meilleures occasions et arrivent à marquer 2 fois. 2-0, ce sera le score à la pause. En deuxième période, Yacoub Belfodil s'offre un triplé grâce à 2 nouveaux buts. 4-0, ce sera le score final. On écoute les réactions. Très frustrant. On se fait éliminer. Salement. Hein. Donc bref, pas grand chose à dire, mis à part que le match de coupe, on aurait dû y aller peut-être un peu plus dès la première mi-temps, rentrer dedans à l'envie. On a maîtrisé, on savait qu'on avait les qualités défensives et offensives pour pouvoir faire la différence. Ils jouent une division en dessous, donc on savait qu'on partait avec un petit avantage. Après voilà, maintenant on a su montrer l'écart qu'il y avait entre eux et nous. C'était bien Yacoub Belfodil. Le prochain tour de la Coupe des Yvelines est programmé le dimanche 5 avril. Que pensez-vous de cette victoire, Jean? 4-0, magnifique victoire, sans appel. Sans appel. Logique, non, pas logique, parce qu'on ne sait jamais. La division. Il y avait une petite division d'écart. Il y a une division d'écart, mais la Coupe de France est le témoin de ce genre de rencontre, où justement, ça permet de montrer que le football, c'est pas une question de division, puisque tous les ans, il y a toujours des petits poussés, comme on dit, qui viennent se glisser dans les phases finales. Donc, c'est pas une preuve, pas parce qu'ils avaient une division d'écart, que c'était une preuve de réussite et de victoire. Mais là, 4-0, là, c'est score sans appel, il n'y a pas de souci. Bravo, quoi. C'était l'occasion aussi pour l'autre équipe de travailler plus, c'était Montigny en face. Hein. Donc Montigny, ils sont 8e de D2 de district et Maurepas est 1er de D1. C'est une division au-dessus. Oui, mais du coup, il y a quand même un écart. Voire deux. Il y a quand même un écart énorme. Donc, c'est vrai qu'ils ont travaillé, ils sont d'un niveau supérieur, certes, mais il aurait pu y avoir moins d'écart. On aurait pu être surpris par peut-être un score moins. Sur une rencontre, tout est possible. Oui, ouais. Stéphane. Oui, moi je pense que la logique a été respectée. Ils sont leaders de leur championnat. Montigny est 8e dans sa catégorie. Je pense qu'il n'y a pas eu de détails. Ça a été fait, vite fait, bien fait, réglé. Contrairement à l'autre match, l'autre demi-finale, où Trapp s'est débarrassé du tenant du titre. Coignard a battu Vélizy. Pardon. Coignard qui a battu Vélizy, tenant du titre. Là, oui, c'est une vraie surprise. Mais pour Maurepas, c'est logique. Vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Miss pour une fois? Non, c'est vrai qu'en coupe, en général, il y a des surprises. Mais là, la hiérarchie, a été respectée.
Est-ce qu'il y a une petite déception par rapport à Montigny? 4-0, c'est quand même un score lourd. Ouais, Ils auraient peut-être pu faire mieux, peut-être, Pierre? Ça semble être un fait de match. Ils ne sont pas rentrés dedans, d'après ce que disent les différents joueurs interviewés et sur ce qu'on voit sur les images. Ils sont a priori pas rentrés dedans. Moi, ce que je retiens aussi, c'est la manière dont Morpa a maîtrisé ce match, avec un petit but de signature de Belfodil un petit ballon piqué sur son deuxième ou troisième but. Il y a clairement de la sérénité sur ce match-là, côté Morpa. Je ne sais pas si c'est une logique sportive ou si c'est un match de coupe, mais en tout cas, il y avait une maîtrise globale de Morpa qui n'a pas fait de détails. Et en l'occurrence, sur des matchs de coupe comme ça, où parfois c'est très accroché, là vraiment aucun état d'âme. Ils ont assumé leur statut, leur différence de division, parce que si on considère que l'une est en bas de deuxième division de district et l'autre en haut de la première, il y a presque 2 divisions d'écart. Donc là effectivement, c'est somme toute logique. Et ils ont fait ça avec éclat. Ouais. On va revenir sur la victoire de Morpa. Est-ce qu'il faut mettre en avant la prestation d'un joueur comme Yacoub Belfodil, qui est, je le précise, le frère de Ishak Belfodil, qui a joué notamment à l'Inter Milan? Pour la petite précision, il a marqué 3 buts sur cette rencontre. C'est un attaquant, il a fait le job d'un attaquant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si le ballon piqué sur l'un de ces 3 buts, je ne sais plus lequel, le deuxième, il le met, donc il se le pèle tout seul. Derrière, il y a sûrement 2 autres passes décisives et l'équipe qui joue dans le sens de l'attaque pour ne pas faire de détails et pour gagner 4-0. Après, c'est vrai qu'il faut les mettre, les 3 buts. Il faut les planter. Mais c'est son jeu. Jean, est-ce qu'il faut tout simplement dire que l'équipe a gagné grâce à son attaquant, ou c'est une victoire collective? C'est une victoire collective, c'est un sport collectif. Et là, Pierre l'a bien dit. On voit le deuxième but, justement. C'est le résultat. Le petit piqué. Sans froid, bim. Voilà. C'est le résultat d'un travail collectif, mais c'est son boulot, certes, mais il faut les mettre. Il faut quand même les mettre au fond. Il faut les mettre au fond. Il y a beau avoir un super attaquant, oui. Il y a beau y avoir un super attaquant, si derrière ça suit pas, quoi. Alors on a pu le voir sur ces images, les joueurs ont fêté leur but comme si c'était un match de Coupe de France. On écoute la réaction des joueurs sur cette Coupe des Yvelines. C'est le département, on a envie tous les clubs ont envie de la gagner, envie d'aller au bout, normal, comme toute coupe en fait. C'est un match à coup près, c'est pas un championnat, c'est pas une saison, c'est juste un match, on gagne et c'est comme ça. Franchement, c'est que du plus, et ça remplit la salle des trophées comme on dit. On a eu une petite coupe en plus, donc voilà quoi, ça fait plaisir. La question sur ce thème, comprenez-vous cet engouement pour cette Coupe des Yvelines? Vous votez, oui ou non? Oui. Pas de débat, tout le monde est d'accord. Jean, vous avez été le premier à dégainer, comme toujours. Pas toujours. Mais oui, pourquoi? Parce qu'ils sont engagés dans cette compétition, et quelque compétition que ce soit, le but, c'est d'arriver au bout et de décrocher le titre. Donc forcément, on ne peut qu'être favorable et répondre positivement. Il n'y a pas tortillé. Stéphane, vous êtes d'accord avec Jean? Toujours. Non, tout à l'heure, tu n'as pas été d'accord. Oui, mais je sais, je vais le payer après ça, mais ça, c'est pas grave. Non, oui, c'est pour l'occasion pour les clubs yvelinois, de se mesurer aux autres clubs de la région d'un niveau supérieur. C'est toujours un plus pour leur championnat. Alors, je rappelle, la Coupe des Yvelines, c'est une compétition de district, c'est-à-dire que les équipes vont de la D1 à la D5, D6 de district. Ça dépend des districts, forcément. Du coup, on ne retrouve pas des équipes comme Trappes, par exemple, qui se retrouvent en R2 cette année. Et c'est un championnat, une coupe concentrée sur la D1 à la D5. Oui, mais c'est un championnat. Donc, on ne regarde pas s'ils sont engagés dans ce championnat. Et comme tout championnat, que ce soit du plus haut au plus bas, le but, c'est d'arriver au bout et de décrocher le titre. Donc, forcément, il y a l'engouement. Je crois que c'est ce qui dénote au football par rapport à d'autres sports collectifs, c'est qu'en gros, chacun son niveau. Ils ont la chance, ces équipes de foot, de jouer un championnat et de jouer une coupe, voire plusieurs. Et là, en l'occurrence, je compare par rapport au rugby, par exemple, où on ne joue qu'un lièvre. On ne court qu'un lièvre à la fois, qui est le championnat et éventuellement les qualifications pour le championnat de France. Mais là, ils ont de la compétition tout le temps. Ils ont de quoi s'étalonner tout le temps avec les équipes de la poule en championnat et les équipes classées meilleures dans des divisions supérieures ou inférieures en coupe.
qu'elle soit départementale ou qu'elle soit nationale au moment de la Coupe de France, ça donne une autre compétition à gagner. Et donc, ça donne, comme disait Belfodil, c'est en gros, ça fait une coupe de plus éventuellement sur l'étagère. Mais c'est surtout, c'est que pendant la saison, ça anime le tout. Ça anime la compétition. Est-ce que c'est pas un lot de consolation en quelque sorte, en sachant que la Coupe de France, généralement, il y a 1 ou 2 clubs yvelinois qui arrivent loin dans la compétition? Non, c'est autre chose et c'est adapté au niveau des équipes de district et régionaux. Mais ça leur permet quand même de jouer plusieurs compétitions sur une saison. Ça n'a pas de prix, ça, pour une équipe de sportifs et pour des compétiteurs. Est-ce que vous comprenez également, Hélène, l'engouement qu'il y a dans les tribunes? On l'a vu sur les images précédentes. Il y a énormément de monde à chaque fois dans les tribunes pour la Coupe des Yvelines, alors qu'en championnat, c'est pas forcément le cas. Non, mais je pense que justement, les gens se sentent plus proches des tournois, des championnats comme ça. C'est beaucoup plus local et on voit les images, mais voilà, c'est génial pour des 2016. équipes. Voilà, c'est génial pour des équipes d'être tant suivies. Voilà. Une demi-finale entre Guyancourt et Maurepas, pour une qualification en finale. Puis il y a un côté plus familial aussi, plus local, pour le développement du sport des différents niveaux. C'est des championnats comme ça. À la différence de la Coupe de France, par exemple, où il y a peu d'élus, là, c'est vraiment proche de chez eux. C'est proche de chez chacun des supporters. Il n'y a généralement pas de gros transports et pas de gros trajets à faire. Donc c'est une compétition domestique, locale, et qui plaît parce que c'est juste à côté. Et vraisemblablement, on connaît même les joueurs qui sont dans les équipes, voire dans les 2 équipes. Donc c'est enthousiasmant, ça. Et le fait que ce soit un match à élimination directe, forcément, ça rajoute, Stéphane? Ça fait de l'enjeu. Et puis au final, être le meilleur club des Yvelines, c'est un petit quelque chose en plus. C'est prestigieux? C'est prestigieux. Voilà, on a gagné la Coupe des Yvelines. Voilà, c'est tout. On prend. C'est toujours bon à prendre. Alors, prochain tour de la Coupe des Yvelines le 5 avril prochain. On va voir, le tirage au sort a été effectué. On va voir les affiches qui vont apparaître à l'écran. Ce sera Bailly, je pense. Coignières. Ah, excusez-moi. C'était les quarts de finale. Alors, Coignières va recevoir Maurepas pour le prochain tour. On va voir Bailly-Noisy, Ardricourt, Coignières et Maurepas se sont qualifiés. Et Coignières recevra Maurepas le 5 avril prochain et Bailly-Noisy recevra Ardricourt. On continue par du football américain. Les Templiers d'Élancourt en mode... C'est pas gagné pour vous? C'est pas gagné pour Maurepas, là. Pas gagné pour Maurepas. Non. Là, Coignières viennent de sortir le tenant. C'est à Coignières, ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud. Ça va Coignières. Oui, à Coignières. Pour vous, Coignières? Non, j'ai dit à Maurepas. Non, mais ça va Coignières. Ah, ça va Coignières, d'accord. Alors, on continue par du football américain. Les Templiers d'Élancourt en mode rouleau compresseur. Les Élancourtois n'ont pas fait de détails ce samedi 22 février à domicile contre les Dockers de Nantes. Les Élancourtois l'emportent sur le score de 51-0 après avoir dominé l'ensemble de la partie. Réaction. C'est une belle victoire, on a été plein partout, autant en défense qu'en attaque. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que mes coéquipiers prennent du plaisir. Et du coup, voilà, on a montré ce qu'on avait à montrer. Maintenant, certes, on a fait beaucoup de fautes, mais on va apprendre de nos erreurs et essayer de faire mieux. Au classement, les Templiers d'Élancourt se replacent. Cette 3e victoire en 4 matchs leur permet d'occuper la 2e place de leur poule derrière les Léopards de Rouen. Les playoffs de fin de saison sont donc accessibles ainsi qu'une montée en première division. C'est un de nos objectifs, maintenant on en est encore loin. C'est plutôt en phase de play-off où on pourra avoir une vraie indication sur cette question. Mais ça reste un de nos objectifs, maintenant c'est une marche qui est très très haute. On a encore beaucoup de travail et pas mal de matchs, mais on va pousser en fait au plus loin pour atteindre cet objectif. Prochain match pour les Templiers d'Élancourt le 1er mars prochain sur le terrain des Diables Rouges de Villepinte. La question sur ce thème, a-t-on été trop dur avec les Templiers d'Élancourt? Non pour Pierre Chevalier. Alors, le vert étant oui, on est trop dur. On a été trop dur, oui. Oui, on a été trop dur. Non, moi je vais dire que... Alors, donc non. Non. Alors, pourquoi vous êtes indécise? Je pense que c'est aussi une façon de faire que ça se bouge aussi un peu. Ils ont compris qu'ils étaient vraiment très en retard et au bout
bout du classement. Maintenant, voilà, ils remontent, c'est très bien, Qui est mais dur. ouais, voilà, c'est ça. Mais non, je pense que c'était, de toute façon, c'était complètement justifié par rapport à leur attitude, à leur jeu, à l'équipe. Voilà. Après, ils ont montré qu'ils étaient capables de remporter des matchs. Maintenant, on va voir ce que ça donne au prochain match. Et on espère que ça ne va pas repartir à l'inverse et que c'est... Oui, parce que ça bouge beaucoup chez eux. Belle réaction d'orgueil. Stéphane, belle réaction d'orgueil pour vous. Ils ont distribué de la titanoréine à Vava. Voilà, c'est tout. Oui, je pense qu'ils se sont sentis blessés et ils ont bien réagi. Par tes propos. Par mes propos. Alors je rappelle qu'ils avaient perdu leur premier match de la saison contre les Léopards de Rouen 22-9. Et on avait été du coup très critique juste après cette défaite. Oui, mais pas tant sur le résultat, mais sur leur l'attitude, sur Voilà, leur propos, en fait, c'est ça. voilà, Non, mais c'est elle vrai. l'a dit. Mais c'est vrai. On était chanchons. C'est ça. Non, mais- C'est sur l'attitude. Genre, c'est sur l'attitude. Ben, c'est-à-dire que là, je pense il y a quelquefois des défaites qui sont constructives et qui ressemblent pas à des victoires, mais presque, qui servent énormément. Et là, ça a été leur cas. Je crois que là, on entend le commentaire d'un des responsables, je crois que c'est celui de la défense. Il y a beaucoup de lucidité, beaucoup d'humilité. Chose qu'ils n'avaient peut-être pas en début de saison. Donc, je crois que cette défaite-là, ça leur a permis de vraiment redescendre les pieds bien sur terre et puis arrêter de croire qu'ils étaient peut-être largement au-dessus de tout le monde. Ils ont certainement retravaillé avec peut-être beaucoup moins de prétention et beaucoup plus d'humilité, et les résultats sont là. Et là, quand on voit qu'il est plus modéré dans ses paroles, si on ressortait les interviews de début de saison, c'était beaucoup plus... et la saison d'avant, n'en parlons pas. Là, on sent une modération, on sent de l'humilité, on sent de la lucidité dans son discours par rapport aux performances sportives. Et là, ils sont rentrés dans une belle spirale positive, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Est-ce qu'il y a eu du changement dans l'équipe, dans Depuis le premier le match, staff depuis le depuis premier la match dernière fois? Non, il n'y a pas eu de changement. Oui, donc c'est vraiment leur travail et le fait qu'ils aient réalisé de... Je crois que c'est peut-être nous accorder beaucoup de crédit ou beaucoup trop de crédit sur le plateau de cette émission, aussi spécialistes sommes-nous, mais pour ma part, entre guillemets, notamment en football américain, j'y connais pas grand-chose. Est-ce qu'ils regardent Pourtant, il y a des similitudes avec le rugby, pourtant. Peut-être, ouais. Est-ce qu'ils regardent plusieurs fois cette émission? Est-ce qu'ils se la repassent en causerie d'avant-match et en entraînement en disant, vous voyez ce que les uns et les autres disent sur nous? Je ne pense pas. J'ai pas eu cette information, en tout cas. Voilà, Ils ont mis ta photo dans le ta vestiaire, photo en disant... pour aller mettre des poirasses, on en parlait. Mais Jean l'a bien résumé, c'est avant tout, au-delà du sportif, c'est une question d'état d'esprit. Si jamais on a pu les aiguillonner un petit peu parce qu'ils ont vu un replay de l'émission en disant qu'ils avaient manqué d'humilité, tant mieux. Qui vous dit que ces propos qu'on a pu tenir sur leur état d'esprit plus que sur leurs compétences ne leur a pas servi pour revoir un petit peu le discours et qui sait peut-être changer un petit peu la méthode d'entraînement et la préparation mentale? En tout cas, 100% d'accord avec Jean. Ce qui ressort maintenant en termes de communication sportive et donc positive est beaucoup plus dans les plaques, beaucoup plus humble, beaucoup plus lucide, beaucoup plus en adéquation avec les objectifs. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils avancent masqués et ils redeviennent peut-être outsiders pour la montée en première div. Là, pour l'instant, du coup, ils sont premiers de leur poule à égalité avec les Léopards de Rouen. Mais vu que les Léopards les ont battus lors du premier match, ils sont devant. Et on leur a toujours souhaité ils ont même nombre de d'aller au points. bout. On leur a toujours souhaité d'aller au bout et de remonter en première division. On a simplement constaté que sur les 3 dernières saisons, ou 4, ça fait 4 ans qu'ils sont en deuxième quatre division. dernières saisons. 3 saisons d'avant. Il manquait simplement de perspective et d'humilité pour pouvoir mettre les bons ingrédients pour pouvoir remonter, qui semble être la place qu'ils méritent. C'est tout. Cette défaite est peut-être la première défaite a été un déclic peut-être de se dire finalement on ne veut pas passer outre, on ne veut pas passer à travers une nouvelle saison. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça, une défaite. Il y a certaines défaites sont formatrices. Ouais, voilà, c'est à mon avis ce qui a fait le petit déclenchement, le déclic, et qui les a plus que je pense que nos propos sur ce plateau. Je pense qu'ils ont pris conscience que fallait qu'ils revoient un petit peu leur copie, et c'est ce qu'ils ont
fait de belles manières. Et là, comme je l'ai dit, ils sont dans une belle spirale. Je crois qu'ils ont une poupée vaudou. Ouais. À ton effigie. Dans l'effigie. Ils en ont une ici à l'effigie de. C'est pas des aiguilles, c'est des aiguilles à tricoter qu'ils mettent dedans. Là. Ils en ont une ici à l'effigie d'Hélène, mais c'est pas pareil. Écoute, moi, si je peux participer à la réussite dans le sport. Oui, mais là, ils plantent pas l'aiguille. par contre. Stéphane, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'aimerais dire je ne les connais pas et j'ai toujours eu confiance en vous. Est-ce qu'il faudra, dernière question, est-ce qu'il faudra quand même attendre les playoffs quand même pour les juger, finalement, Hélène? De toute façon, on juge toujours Ils sur sont le premiers pour l'instant, on juge à toujours sur le égalité. résultat, hein. Donc on le verra. Mais ils ne sont pas encore sûrs de monter. Non, on verra. De toute façon, pour Bonne aucun série match. à confirmer. Non, mais c'est ça. Pour aucun match, on peut présumer du résultat à coup sûr. Là, je pense qu'ils sont partis, c'est bon. On espère. Ils Pas sont qu'ils partis. partent loin, quand même. Non, mais là, ils sont partis. ça. Non, mais les juger, c'est un grand mot aussi. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Tu juges les résultats, tu juges voilà. et l'état d'esprit encore une fois. Voilà, mais bon, après, moi je dis simplement qu'ils sont, pour moi, ils sont bien partis et c'est tout ce qu'on leur souhaite, qu'ils continuent sur leur lancée. Hein. Ils ont dû se dire les 4 vérités et puis voilà quoi. Mais on met l'avait pas beaucoup entendu, le Nicolas Lachaud. Là. On l'a eu. Nicolas Lachaud, oui. Jusqu'à maintenant, on l'a pas beaucoup entendu. C'est pas forcément celui qu'on interviewe le plus, c'est vrai, Ouais. mais il était dans l'équipe. Eh ben, je pense qu'il est beaucoup plus dans le thème. Et s'ils y arrivent, c'est qu'ils se mettent. Il est réservé, puisqu'il c'est lui qui s'occupe de la défense. De la défense, voilà. Il est toujours plus réservé, la défense. Sur la défensive, Voilà. tranquille. Mais je pense qu'il mériterait d'être, si c'est pas le cas, d'être encore plus écouté. Parce que là, il est dans le ton, Bon, en tout cas. on l'invitera sur les prochaines C'est émissions, clair, il est dans sur le le 7-8 Sport. Alors, le prochain match pour les Templiers d'Élancourt, ce sera donc le 1er mars prochain sur le terrain des Diables Rouges de Villepinte, les derniers du classement. On passe maintenant à notre page coup de projecteur. Un mot de sport automobile à présent. Il a tout juste 16 ans et n'a pas son permis en poche, mais il rêve de conduire un jour une Formule 1. Mais avant cela, Evan Spenley, qui habite Montigny, le Bretonneux, va participer cette année à la Porsche Carrera Cup France. Après avoir passé une saison à F4, nous l'avions reçu dans le 7-8 Sport. Vous voulez participer à la Porsche Carrera Cup, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Porsche. Porsche, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est des voitures. Là, donc j'étais en monoplace l'année dernière. Là, on passe à de la GT, un univers complètement différent. La voiture n'est pas la même. Donc voilà, ça change complètement. Et Porsche, c'est une grosse famille. Et donc voilà, très content de pouvoir participer à ce championnat. Hélène, vous voulez réagir? Ça fait 8 ans qu'il pilote. Je trouve ça incroyable. Il doit avoir une. C'est tout petit. Oui, puis On va l'expérience, peut-être voir la d'ailleurs maturité, ces images ça quand doit il a être fou. commencé, qui vont arriver. Vous allez voir, Hélène, il était très petit. Voilà, bon là il est un peu plus grand. Là, c'est une talent, ça. Non, on voit pas. On voit Là, c'est pas. son père. Non, C'est un Prost, on voit son pif qui dépasse. Ah, mais c'est que c'est un passionné. là, il était un peu plus grand. Il avait 15-16 ans, donc c'était il y a un an et demi. Alors, en tout cas, la question sur ce thème, fait-il le bon choix en intégrant la Porsche Carrera Cup France plutôt que de vouloir rejoindre tout de suite la Formule 1? Oui ou non? Quel âge il a 16 ans. Il a 16 ans, il va avoir 17 16 ans. ans. Vous êtes partagé, Jean? On va pas faire de duel. Non, mais moi je suis partagé pour la seule bonne raison, c'est que. Alors, tout dépend de son objectif, mais je pense qu'il est aussi. On parlait de lucidité juste avant, avec le sujet juste avant. Lui aussi fait preuve, à mon avis, de lucidité, parce que vouloir être pilote de Formule 1, je pense que c'est le rêve de tout le monde. Dans toutes les disciplines, on veut atteindre le maximum, le plus haut. Mais sauf qu'il est peut-être un petit peu lucide et que des pilotes de Formule 1, il n'y en a pas des masses. Et que là, le fait d'aller sur Porsche va peut-être lui ouvrir un petit peu plus de portes et lui permettre de pouvoir avoir une voiture et d'évoluer et de conduire. Parce que le chemin est très très long pour arriver en Formule 1 et il y en a très peu qui y arrivent. On le voit bien, ils sont très peu comme pilotes. Donc là, je pense qu'à son âge déjà, il a déjà fait preuve déjà d'une grande lucidité, d'une grande maturité, en se disant, bon, je vais peut-être essayer d'aller choper la Formule 1, mais l'entonnoir va se refermer très vite. Alors que là, par rapport à mes compétences et par rapport à déjà mon ancienneté, ben, je peux me permettre de taper à la porte de ce championnat qui va certainement plus m'offrir la possibilité d'exercer
mon rêve qu'aller taper le plus haut possible, quoi. Donc pour moi, c'est pour ça que j'étais un petit peu mitigé, quoi. Pour information, le ministère des Sports l'a récemment reconnu comme sportif de haut niveau, ce qui peut lui permettre de devenir du coup professionnel, d'autant plus. Et voilà. Ça va Hélène, lui permettre d'avoir plus d'expérience. Après, on ne sait pas combien de temps il va rester chez Porsche. Peut-être qu'il fera qu'une saison, peut-être qu'il restera plusieurs années. Mais les jeunes, c'est déjà une saison sur voilà, cette Porsche qui Carrera prennent Cup France. déjà ce qu'il y a à apprendre, l'expérience, les équipes, comment dire, la maison Porsche a forcément des choses à apprendre. Et puis, comme disait Jean, je pense que la Formule 1, oui, c'est trié sur le volet, il y a très peu de personnes. Il va pouvoir voir si c'est vraiment... 20, 22 par Il va pouvoir voir si c'est là qu'il veut aller ou peut-être sur d'autres courses. Il saura, voilà, ça va lui quand même lui ouvrir des portes. Donc, Stéphane. Je crois que ses objectifs, c'est de faire un podium déjà, et ensuite faire de la F2 en 2022 et intégrer la F1 en 2023. Donc déjà, Pourquoi pas? Déjà, il sait où il veut aller. Voilà. En tout cas, mais il a la Formule 1 en tête pour 2023. Alors, en 2019, il a terminé 6e du championnat de France F4, FIA. Il a terminé 2e en ville sur le circuit de Pau. Il a gagné à Magny-Cours. Donc, il a quand même du potentiel, Pierre Chevalier. Oui, il a clairement du potentiel. Moi, je reprendrais simplement l'analogie qu'il utilise, lui, sur la famille de Porsche qu'il intégrerait, et en comparaison avec les degrés de maturité, où là, pour l'instant, c'est un enfant, c'est un fils de 16 ans, et la Formule 1... La Formule 2 d'ailleurs et la Formule 1 sont réservées au papa. Et dans l'histoire du sport automobile français, si on regarde un petit peu dans le rétro, il y a finalement peu de pilotes qui ont percé à 16 ans. Donc ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de maturer tranquillement. Les Panis, les Alési, les Grosjean, mais à 18-19. Voilà, Verstappen également a commencé à 17 ans. Voilà, ouais. Donc, il est dans le rythme. Il est vraiment dans le rythme. Stéphane le rappelait, il a son plan qui est tout tracé. Intégrer une écurie, comme j'appellerais une écurie quand même, la famille Porsche, c'est une formation sur des moteurs et des voitures qui sont juste dingues. Il a de quoi se faire les dents et se faire ses armes là-dessus. Après, derrière, qu'on lui laisse le temps. On en parle suffisamment souvent dans tous les sports. J'en pensais peut-être tout à l'heure à la boxe aussi, où il y a peu d'élus, et il faut que ça mature pour arriver au top mondial. À vouloir aller trop vite, puisqu'on parle de sport automobile et de Formule 1, il peut-être aller dans le mur. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on lui souhaite. Et je pense que c'est un bon choix d'avoir une interétape. Et pour revenir à ce que importante. vous disiez, les pilotes aussi commencent de plus en plus tôt, finalement. Est-ce que c'est pas se griller finalement pour la Formule 1 d'opter pour une compétition comme la Porsche Carrera Cup? Elle le rappelait, il peut avoir simplement une saison ou deux. Intégré à 17 ans révolus ou à 18 ans, ça me semble pas trop tard. 250 km/h. Bien au contraire. Je rappelle le calendrier de cette Porsche Carrera Cup. Le 5 avril, ce sera le départ à Barcelone. Ils iront ensuite à Spa, aux 24 heures du Mans, à Monza, à Magny-Cours et sur le circuit Paul Ricard. Ça va, il y a pire. Jean. Et il n'a pas son permis. Il n'a pas son permis encore. Il n'a pas son permis de conduire. Le rendez-vous le plus important, ça sera les 24 heures du Mans. Il va courir devant 350 000 personnes juste avant le départ. Ça, c'est une belle expérience, c'est ça. Voilà, c'est une expérience à son âge unique. Jean disait aussi que passer par des courses comme celle-là, ça lui permet de piloter. Je pense que sur des championnats comme ça, sur des courses comme ça, il y a plus de courses. Donc si lui, il aime piloter, il peut le faire en Formule 1. Voilà, il n'y a pas beaucoup de courses possibles, donc on attend toujours la course. Avant d'intégrer la F1. Alors pour les puristes, il va conduire sur une GT3, un moteur 6 cylindres avec une puissance de 485 chevaux. Voilà, pour les puristes. Je sais que vous en êtes un, Jean. Je tenais à le préciser. C'est physique. Je pense que c'est l'équivalent de nos voitures. Il faut qu'il ait le physique pour encaisser la poussée. Il fait 2 à 3 fois du sport par semaine. Ah oui, il a l'air fit. C'est obligé. Il est encore peut-être un petit peu en croissance, donc il faut le ménager encore un peu. Faut le ménager.
Alors on lui souhaite en tout cas une belle carrière, on continuera à le suivre sur TV78. On continue cette page coup de projecteur par du cyclisme. La sélection piste pour les championnats du monde de Berlin a été dévoilée il y a quelques jours. Ce rendez-vous est organisé à partir d'aujourd'hui, ce mercredi 26 février, et durera jusqu'à ce dimanche 1er mars. Il fera office de test à quelques mois des Jeux Olympiques. L'une des stars de cette équipe de France sera Quentin Lafargue. Les Vinois licenciés au VCE Sky avaient remporté l'or sur le kilomètre et l'argent en vitesse par équipe sur les derniers mondiaux en 2019. Réaction. C'est toujours un moment important cette sélection et ce championnat du monde tous les ans qui revient mais qui fait toujours plaisir de porter les couleurs de l'équipe de France au plus haut niveau. Donc je l'attendais, je l'espérais et je suis content de faire partie du collectif. Alors je rappelle que Quentin Lafargue a 29 ans et il perce vraiment depuis 2 ans au plus haut niveau. La question sur ce thème, doit-on tout miser sur lui, surtout sur cette année olympique ? Oui ou non? Alors, vous n'êtes pas les spécialistes cyclisme, je tiens à le préciser, mais vous suivez quand même régulièrement les courses au Vélodrome. On écoute Yann surtout. On fait un petit duel entre Jean et Hélène. Moi, je suis plus embêtée avec la question de doit-on tout miser? En fait, c'est un travail d'équipe, il y a plusieurs disciplines, donc dans sa discipline, oui, mais parce que bien sûr, on mise sur ses performances et on veut qu'il se réalise. Non, mais on veut qu'il se réalise. On sait très bien pourquoi il a intégré l'équipe et on compte bien fortement sur lui pour les disciplines dans lesquelles il va concourir. Mais après, voilà, il n'est pas seul à courir. Il y a d'autres pistards avec lui, d'autres disciplines aussi. Qui ne sont pas forcément sa discipline à lui. Donc je pense qu'il n'y a pas que lui, mais dans ce pourquoi il est bon, oui, on met tous nos espoirs en lui. Oui. Jean? Alors moi j'ai mis non, tout miser sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a 29 ans. Donc il y a quand même une génération de jeunes là, au niveau international qui pousse et qui est talentueuse. Donc, il est entre deux générations en fait finalement. Il y a d'un côté Grégory Boger, Michael D'Almeida qui vont vers leurs 35, 34 ans, 34 voilà. 34 ans, mais bon, 29, il est quand même... Et de l'autre, voilà, il y a les nouvelles pépites, Vigier et Lal, qui ont 21, 22 ans. Voilà, 20 ans, 21 ans. Donc là, il est effectivement entre les deux. Alors, entre les deux, on va dire que d'un côté, il est quand même plus près de la sortie que de l'entrée, quand même. Mais on ne peut pas miser tout sur lui, parce que Hélène l'a dit, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle a dit oui, mais bon... C'est pour vous contrarier, Jean. Pour me contrarier, elle a fait exprès. Non, alors on ne peut pas tout miser sur lui. Mais c'est vrai que c'est une équipe, quoi. C'est une équipe, c'est pas individuel, c'est une équipe. Et encore une fois, il a quand même 29 ans. Je pense qu'on peut l'utiliser, parce qu'il est en pleine forme actuellement. Ce championnat du monde vient bien en préparation des JO. Je crois qu'il va faire, pour moi, il va faire quelque chose. Il va réaliser quelque chose à ce championnat du monde. Mais on peut pas, pour moi, c'est pas le fer de lance de l'équipe de France du cyclisme. Il y a cette génération de jeunes qui arrivent derrière, et on l'a dit, on en a déjà parlé ici sur ce plateau, qui fait un bon mixte avec les pseudo-anciens. Lui est entre les deux, il fait un petit peu l'unité entre les anciens et les jeunes. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et je crois que là, il a largement sa place et on peut compter sur lui. Donc pour vous, il faudrait enlever les Grégory Boger, Michael D'Almeida. Il ne faut pas les enlever, parce qu'on en a parlé ici. Pour moi, c'est l'expérience qui a été mise en relation avec la jeunesse. Il faut de tout. Il faut pas que de la fougue et de la jeunesse, il faut de l'expérience. Là, ils ont montré que ça marchait. Ils ont montré que ça fonctionnait et qu'ils ont eu des résultats. Lui, il est juste entre les deux, vous l'avez dit vous-même, il est entre les deux. Lui, c'est le genre de cycliste qui fait la jonction entre la jeune génération et la génération d'expérience que sont Grégory Boger. Et sur une année olympique, ça compte. Et ça compte énormément. Parce que tout miser sur lui, ça voudrait dire qu'on ne considère que les disciplines dans lesquelles lui s'aligne. Oui, comme le disait Hélène, il y a toutes les équipes, il y a toutes les disciplines. Il y a une petite précision que je voulais apporter. Quentin Lafargue est un crack sur le kilomètre, principalement. Une épreuve où on est seul en piste et on doit réaliser 4 tours le plus rapidement possible. Il a remporté le bronze au championnat du monde en 2016, l'argent en 2017 et surtout l'or l'an dernier. Mais il n'y a pas d'épreuve du kilomètre
aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc, Si vous ne donnez pas toutes les informations, Il fallait bosser ses fiches, il y aura, Jean. il y aura le keirin, il y aura toutes les disciplines par équipe. Et puis c'est aussi dire que si on mise tout sur Quentin Lafargue, quid des filles aussi, parce que Dieu sait qu'on a des pépites aussi dans les Yvelines sur les vélos chez les dames. Et donc non, on peut pas tout miser sur lui. En revanche, il va avoir un impact, il va avoir une influence sur l'équipe de France parce qu'il est sûrement plein de bourre en ce moment. Il est revanchard par rapport à un non-alignement à Rio, donc il va arriver à Tokyo. Oui, il n'avait pas été aligné à Rio au dernier moment. Voilà, donc il a raté les JO de 2016 au dernier moment. Et ce chaînon manquant entre les générations. Donc on ne peut pas tout miser sur lui sportivement, mais peut-être humainement. Il a quand même gagné 7 médailles lors des championnats du monde, notamment. C'est toujours bon à prendre. C'est beau. Donc pour vous, on continue avec Quentin. Voilà, il faut y aller. C'est parti. ça roule. Ça roule. Ça va rouler. Alors on reviendra plus largement sur ces championnats du monde de cyclisme sur piste et les performances des Français, et notamment de Quentin Lafargue, dans un prochain Si on parlait sport. Dans cette page débat, nous allons parler football, la rencontre entre Maurepas et Montigny-le-Bretonneux de Coupe des Yvelines a été arbitrée par une femme. Cécile Bessière est une habituée des matchs de district. Elle fait partie des 4 arbitres féminines dans le département, chiffre faible qui devrait augmenter dans les prochains mois. Jean-Pierre Mérillon, le responsable du district, a mis en place des actions auprès des clubs. On écoute Jean-Pierre Mérillon, c'était il y a un an. Si vous n'avez pas le nombre minimum d'arbitres, vous avez des sanctions. Pour calculer le nombre d'arbitres fournis par les clubs, quand c'est une arbitre féminine, elle compte pour 2. Alors là aussi, on m'a dit c'est de la discrimination, oui, mais elle est positive et j'assume. Voilà. C'est pour inciter les clubs à nous amener des arbitres féminines. 2 arbitres sont actuellement en cours de formation. Au total, il n'y a que 4 arbitres féminines sur 300 arbitres dans tout le district. La question est simple, comment expliquer un si faible taux de femmes arbitres dans le football ? Je dis oui. On ne va pas faire de questions, je vais vous demander votre avis. Moins de joueurs, peut-être, mais... Pierre Chevalier. Moins de demandes, je ne sais pas. Alors, c'est sûrement vrai sur tout sport confondu. C'est pas vrai je pense que c'est pas vrai qu'au football, parce que si on prend le cas du rugby, je n'ai vu sur les 10 dernières années qu'un seul match, cette saison, arbitré par une fille en Fédéral 3, une femme en Fédéral 3. Et c'est sûrement dû, alors dans le football, dans le rugby, ou dans d'autres sports qui sont plutôt masculins au départ. Au départ, j'insiste bien sur au départ, puisqu'il y a de la pratique féminine dans ces sports-là, qu'on ait moins de vocation. Qu'on ait moins de vocation chez les dames, d'abord sur la pratique du sport en tant que tel, du football dans les équipes féminines et du rugby dans les équipes féminines, et qu'au football, il y ait peu de dames qui décident finalement de laisser les crampons sportifs pour aller prendre le sifflet. Donc c'est simplement aussi vraisemblablement une question de point de vue et une question d'ouverture d'esprit, disons-le tout de go, parce que on a soit ça fait ricaner, soit on a l'impression de pouvoir prendre de l'influence sur une arbitre féminine. D'ailleurs, il n'y a pas, comme dans beaucoup de mots de la langue française, il n'y a pas forcément de féminin pour arbitre. Donc voilà, c'est QFD. Mais si on voit uniquement les images, j'ai pas assisté au match Maurepas-Montigny, mais uniquement les images, il semble y avoir un respect total de cet arbitre. Oui, il n'y a pas eu de débordement. Et donc un respect de la discipline et un respect de l'autorité. Donc la preuve sûrement que les dames font aussi des bons arbitres. Bonnes arbitres. Voilà. Il y a aussi un point de sémantique dans la langue française qui devrait aussi inventer des mots féminins pour ces mots qui sont a priori misogynes au départ. Jean, vous rejoignez Pierre sur l'arbitrage ? Oui. Notamment le rugby, c'est votre spécialité. Oui, c'est le même constat, tout à fait. Il y en a très peu aussi en Ile-de-France. Il y en a très peu. Il y a très peu d'arbitres féminins. Pourtant, il y a des licenciés, il y a des femmes. Il y a pas mal d'équipes, mais comme au football, il y a beaucoup d'équipes féminines aussi. Bien sûr. Mais au niveau de l'arbitrage, je pense que c'est je ne vais pas répéter ce qu'a dit Pierre, mais je pense que la vocation
la vocation. Et puis c'est pas évident déjà, je pense que c'est pas évident. Mais déjà, si on regarde au niveau international, en termes d'exemplarité... On l'a vu à l'image, Stéphanie Frappart, qui est la première Française à avoir arbitré un match professionnel. Elle a également arbitré la Supercoupe d'Europe en 2019. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu moins de contestations, effectivement, Pierre Chevalier. On la voit à l'image. C'est extrêmement... C'est extrêmement rare et récent, finalement, au niveau international. Donc, il y a, comme dans beaucoup de disciplines sportives, et d'une manière générale dans le sport, il y a un déficit d'exemples et donc de vocation qui donne l'envie à d'autres femmes de prendre le sifflet, quel que soit le... Justement, c'est une médiatisation, c'est une publicité. Stéphanie Frappart, si on regarde bien, pour les autres filles. Oui, alors c'est une publicité, mais alors là, c'est une publicité. Ça me plaît pas vraiment une publicité parce que c'est bien. Un exemple. Voilà, c'est un exemple. De réussite. Je préfère le mot exemple que publicité. Mais moi là où je suis pas d'accord, c'est que on dit voilà, c'est une femme qui arbitre, donc ça se passe mieux. Je parle dans le monde du football, je parle bien dans le monde du football. Ça se passe mieux parce que c'est une femme qui arbitre. Non, là, je ne suis pas d'accord, je me lève contre ça parce que j'estime, et on le voit tous les week-ends, tous les matchs de football, aujourd'hui, c'est le règlement qu'il faudrait qu'il change. Là, je vais encore citer le rugby comme Pierre, mais un arbitre au rugby, on ne se permet pas de lui dire le moindre petit mot, c'est carton rouge directement. Voilà. Au football, homme ou femme, il n'y a pas de distinction. L'arbitre, dans toute sa splendeur, on le respecte. Un arbitre au rugby, vous lui dites t'es un charlot, c'est dehors, c'est carton rouge. Voilà. Au football, lorsque moi je regarde les matchs de Ligue 1 où je vois les joueurs qui sont à ça de l'arbitre, qui sont qui sont prêts à lui sauter dessus. Mais non, changez votre règlement. Faites respecter votre corps arbitral et il n'y aura pas besoin de dire c'est une femme, ça se passe mieux, elle est respectée, machin. Non, là je suis pas d'accord parce que justement si on veut l'égalité qui est recherchée et qui est demandée, on n'avance pas ce genre de propos et de choses en avant, quoi. Voilà. Il y a un côté subjectif à l'arbitrage, quel que soit le sport, et que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et on n'attend pas de savoir quel est le sexe de l'arbitre pour déterminer s'il est performante ou pas. C'est à la fin du match qu'on regarde en fait la performance. Et là, sur ce que je peux en juger avec une arbitre féminine, c'est simplement une différence de présentation des choses. Alors après, une façon d'être, sûrement, qui en impose différemment. Par contre, elle n'est pas forcément plus respectée parce que c'est une femme. C'est la manière de tenir le match qui va insuffler le respect et la discipline. Et c'est vrai que s'il faut comparer les deux sports, il y a un respect naturel au rugby que l'on ne retrouve pas au football. C'est vrai que là, l'exemplarité des pros en la matière, j'ai été scié parce que j'ai vu sur le PSG Bordeaux de dimanche dernier avec des débordements sur le terrain des joueurs eux-mêmes et en dehors du terrain par leurs familles qui se permettent d'intervenir sur un niveau d'arbitrage. On nage en plein délire. Et au niveau local, est-ce que ça fonctionne l'arbitrage féminin, Hélène ? Au niveau local. Au niveau local, c'est-à-dire le public, les joueurs. Je pense que c'est un peu surprenant parce qu'on n'en voit pas, mais ça peut donner aussi envie de peut-être plus suivre le match pour voir. C'est un regard différent à avoir peut-être sur le match. Ouais, je pense que je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression, justement, des fois aussi au niveau local ? Je pense pas. Parce qu'on a pris l'exemple de Stéphanie Frappart, mais qui finalement est protégée par la FIFA, par les instances françaises. C'est un côté autorité naturelle et façon de présenter différentes, façon d'être différente. Mais ça me faisait penser justement à ce match-là qui avait été arbitré à ce match de rugby qui avait été arbitré par une femme. Et là, on assiste à des scènes assez cocasses avec les supporters qui doivent revoir complètement leur vocabulaire et leur vanne habituelle. On est toujours bon enfant sur un terrain de rugby ou dans les tribunes de rugby. Et les vannes qui fusent généralement sur les arbitres,
Ben là, il faut les réinventer. Il faut les réinventer pour les dames parce que justement, ça fait suite à 40 années d'arbitrage masculin et plus. Et là, il faut revoir un petit peu le vocabulaire. C'est assez rigolo. Stéphane de Moi, je Villers, pense que le rugby et le foot, depuis la nuit des temps, c'est deux cultures différentes. On n'a jamais vu un rugbyman défoncer la tête d'un arbitre. C'est quelque chose... on verra jamais ça au rugby. Pas au niveau international, en tout cas. Au foot, on voit des choses... Les équipes adverses, c'est pas du tout le même rapport. Hein. Mais le fait qu'il y ait une femme qui arbitre, ça les freine un peu. J'ai l'impression que ça les freine un peu. C'est presque étonnant de voir qu'au football, ça se passe à ce point bien, comme sur le match de Maurepas-Montigny. C'est parce que, justement, il n'y a pas cette culture du respect du corps arbitral, comme le disaient Jean. Et malgré tout, en fait, de fait, ça se passe bien. Ça se passe naturellement bien. Bon, après c'est un match où il y a 4-0. Il y a aussi le résultat. Si c'est un match accroché, t'as raison. Si c'est un match accroché, les tensions ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a 2-0 à la mi-temps de mémoire, 2-0 à la mi-temps et 4-0 à la fin du match. 2-0, 4-0. Ouais, c'est ça. Donc c'est un match qui n'est pas accroché sur le terrain, donc qui est, on va dire, entre guillemets, facile à arbitrer au vu du résultat. J'ai pas vu le match, mais au vu du résultat et de l'évolution du score, c'est un match facile à arbitrer. Maintenant, sur un match qui serait un petit peu plus serré, s'il y avait eu 2-2, peut-être que c'était pas pareil. Au niveau de la coupe, c'est-à-dire est-ce qu'il mettrait une arbitre féminine sur une finale, une demi ou une finale, même de Coupe des Yvelines ou autre. On verra sur les prochains tours, peut-être. Voilà. C'est ce qu'on peut souhaiter. Est-ce que le travail est quand même encore long, Stéphane? Elles arrivent petit à petit. Donc, parce que là, c'est encore très faible. 4, 6 potentiellement. 4 sur 300. 4 sur 300, 6 potentiellement dans les prochaines semaines. Petit à petit, il va y en avoir de plus en plus, je pense. Parce que on ne peut pas les forcer. C'est ces 4-là qu'il faudrait interroger en disant qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous motive à arbitrer des matchs de football masculin et j'imagine des matchs de football féminin. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à passer le pas et à devenir arbitre? Et je pense que le fait qu'il y ait un arbitre féminin en Ligue 1, ça peut les motiver à dire tiens, pourquoi pas moi, après tout. La médiatisation. Voilà. Alors on va passer maintenant à notre page découverte. Notre dernière thématique, je vous propose de découvrir un sport insolite à tester. La savate forme, c'est une discipline née et développée en France qui allie ludique et technique. Pour la Fédération française de savate, les pratiquants de cette discipline représentent environ 7% de leurs licenciés. On écoute l'un des professeurs qui exerce la savate forme à Maurepas. Qu'est-ce que la savate forme ? Alors la savate forme, c'est une discipline de la Fédération de boxe française, de savate boxe française. Et donc l'idée, c'est de mettre les techniques de savate boxe française en musique et en mode fitness, avec la possibilité aussi, lorsqu'on souhaite, d'ajouter aussi les autres disciplines de la savate. Donc on peut faire aussi un peu de savate défense, donc rajouter des coups de coude, rajouter d'autres techniques. Et donc l'idée, c'est de faire du fitness, de faire du cardio, de se fatiguer en musique et ensemble et en chorégraphie, et dans un autre esprit, pratiquer les mouvements de la boxe. Pierre Chevalier, vous avez travaillé votre chorégraphie pendant le... Pour l'instant, ça me donne l'impression que les gants sont plus décoratifs. Voilà, décoratifs. Voilà. Parce que c'est la savate, c'est de la savate. Mais ils ne se touchent pas. Non, ils ne se touchent pas. Non. Pourquoi des gants? Donc c'est décoratif. C'est comme s'ils faisaient de la boxe ou de la savate. Voilà, c'est l'esprit. C'est dans la mouvance mais en faisant du tous cardio. les sports forme et bien-être. Que ce soit comme avec la savate comme point de départ ou la boxe comme point de départ. Donc oui, avec les gants décoratifs, de toute façon, ce qui vous met en forme vous fait du bien. Donc je pense que c'est une bonne discipline à tester. Oui, justement, j'allais vous demander, est-ce que c'est une discipline à tester? Oui ou non, vous votez? C'est mieux que le Quidditch. Hein. Oui. Oui, pas de débat aujourd'hui. Moi, je dirais oui pour la curiosité. La curiosité surtout, voir les échauffements, comment ça se passe, le contenu du cours, et puis l'évolution aussi du sport. Mais voilà. Après, est-ce que c'est, est-ce que c'est un peu comme la Zumba? Je ne sais pas trop. C'est un peu un mélange de Zumba et de boxe. Il faut voir un peu l'évolution, s'il y a vraiment beaucoup de mouvements différents, si c'est très varié, mais... La journaliste, en tout cas, qui a testé, était fatiguée à la fin de la session. À la fin de l'échauffement. Au niveau
tu as vu un petit C'est peu. physique quand même, c'est physique. Ah, bien sûr, mais c'est du cardio ça. Voilà, c'est les c'est gars. ça, c'est Les le gars, cardio. par contre, bon. Les gars, voilà. Alors, heureusement que le même sport n'existe pas, par exemple, avec la plongée sous-marine. Tu vois, Air plongé, quoi. Voilà, air plongé, quoi. Air plongé. Avec le masque, le tuba, les bouteilles, les palmes. Les gants de boxe. Si, t'avais les sirènes, là. Ouais. Ah oui, les Oui, sirènes. lancer une discipline éventuellement. Il y avait Jean. les sirènes. Non, mais Il y a un créneau à prendre. voilà. Bah, après, Pourquoi voilà, pas c'est ni plus ni pourquoi moins. pas lancer l'association. Non, mais c'est vrai. Faire un non, mais- sport et en faire quelque chose de grand public. Ah, c'est Au moins par rapport aux disciplines qu'on découvre très souvent, et ça nous vous remercions de nous faire découvrir tant de disciplines On sur essaye, on se creuse la tête, sur ce hein, plateau, il y a une dimension physique. Là, on peut dire Ça, qu'il y a une oui, là, dimension là. de dépense physique qui ressemble, comme disait Hélène, à la Zumba ou à l'aquagym sur la flotte, ou au body combat, exactement. Il manquerait uniquement peut-être la dimension mentale. Mais à part ça, ça semble être peut-être se mettre des coups, là, non une occasion. Ça fait Ah oui, il y a de la Il y a des chorégraphie, de la compétitions, country, parfois, c'est de la country savate forme. Alors là, ils se mettent par deux Ils se mettent sur la gueule. En fait, et ils doivent s'ils faire une se touchaient, chorégraphie. Voilà, comme si. Comme s'ils se touchaient. Comme s'ils se touchaient en quelque sorte. et oh. Voilà. C'est pour ça, mélange ce sera comme s'ils se intéressant. touchaient, je crois De qu'on n'avait pas le boxe droit et sur de le cardio. plateau, Ce sera intéressant de tout à l'heure. voir le contenu du cours, comment c'est structuré, Un voilà les, échauffement. ouais, vraiment, puis qu'est-ce qu'ils font, L'échauffement les choses individuel. les choses à deux si les aussi. souvenirs sont bons. Avant de... Et ensuite, derrière, ils se mettaient par deux. Voilà. Et après, les étirements à la fin, bien sûr. Après, il est certain que les gars, au niveau du travail en haut, le fait d'avoir, même si on porte pas les coups, le fait de faire des mouvements avec des gants de boxe, ça fatigue énormément. Je pense que ça, c'est vrai. tu Ça, vas c'est plus. pour Et ça. l'objectif final de ce sport, c'est d'attirer ce public qui n'est pas forcément voué à faire de la boxe ou de la savate vers ces sports-là. Est-ce que Stéphane, ça peut les attirer pour faire vraiment de la boxe un peu plus tard? De la boxe, non, je pense pas, non. Là, C'est vrai que Fury et Wilder, ils ont commencé. là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même Les beaucoup. champions du il y a quand même monde beaucoup de de femmes, boxe, je précise. Je disais, il y a quand même beaucoup de femmes. Donc après, est-ce que Beaucoup de femmes, oui, ça effectivement, s'adresse oui. vraiment à tout le monde ou est-ce que ça a été décliné un peu Tu essayes, facile d'accès? Tu me diras. C'est trop Là, clair. on peut vous Lâche organiser la un barre cours, et Hélène. essayer. hein. Ouais, Je ouais. pense que ça Lâche la intéresserait barre, les les gars. hommes s'ils se mettaient des coups. Mais là, ce serait de la boxe. Je pense. On danse. Ouais, ou en self-défense. Airboxing. Ou un petit Il faut peu, danser, se taper en même temps. Alors là, Voilà, c'est danser, c'est la c'est taper. capoeira. La capoeira. Ouais, c'est ça. C'est la capoeira. De La danse combat. avec des coups. Ça va de Quidditch. Je suis obligé de vous arrêter, c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de l'ancien footballeur Eric Cantona. Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78. When the Seagulls.